Alors, du coup, merci à tous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de ce nouveau webinaire qui aujourd'hui va parler des marchés de l'énergie, également donc, aborder le fonctionnement d'une facture et prévoir donc, avec vous les dates clés pour maîtriser votre budget, dates clés qui concerneront aujourd'hui l'électricité et le gaz. Donc, il y avait eu un premier webinaire en mai de l'année dernière sur ce sujet, où on allait vraiment creuser sur les marchés de l'énergie et les différentes manières de gérer votre fourniture. Là, aujourd'hui, on va s'intéresser à d'autres moyens aussi d'optimiser votre fourniture. Et ce sera tout l'objet de cette session. Alors, donc, du coup, je suppose qu'on est bien passé à la slide 2. Ce qu'on va changer, c'est comme on ne voit pas l'écran, on a un petit souci d'ordinateur, donc comme on ne voit pas l'écran, on vous propose de poser vos questions dans Converser. Oui. Comme ça, on pourra y avoir accès, on pourra les voir et on pourra vous répondre en fin de webinaire. Donc, on change un peu les habitudes là-dessus. Mais bon, le but, c'est qu'on puisse interagir et qu'on puisse répondre à un maximum de vos questions à la fin de la présentation pour que ce soit un échange sur ces thématiques. Alors, donc, ça devait être Sandra qui devait participer à ce webinaire, mais du coup, elle a eu un contretemps, donc je la remplace aujourd'hui. Je suis Morgane Cerisier et je suis directrice conseil chez Citron. Donc, je manage l'équipe d'ingénieurs et d'experts en efficacité énergétique. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Christelle. Bonjour, Christelle Gomez-Simoes. Je suis Energy Manager chez Citron. J'accompagne nos clients dans leur transition énergétique, dans la maîtrise de leur consommation et de leur coût énergétique. Et avec Morgane, nous avons aussi animé ensemble le premier webinaire sur la thématique des marchés de l'énergie. C'était en mai dernier, donc on est ravis de pouvoir recommencer l'exercice aujourd'hui. Alors, donc Citron, pour les personnes qui ne nous connaissent pas, je vais vous présenter très rapidement la société. Donc, on est une jeune entreprise innovante et on accompagne les grands groupes, les collectivités et les grands parcs immobiliers dans la gestion énergétique de leur parc. Donc, pour ça, on a développé 2 outils avec la plateforme Citron Énergie, qui est une plateforme de management de l'énergie, qui va vous permettre d'automatiser votre suivi, de collecter toutes vos informations liées à vos énergies et à votre patrimoine, et de tout ça pour digitaliser votre management de l'énergie. Et donc, on a en parallèle des experts en transition énergétique qui vous accompagnent sur différentes missions, sur des prestations de conseil en achat d'énergie, par exemple, ce qui nous intéresse aussi aujourd'hui, également sur des audits énergétiques, des prestations d'énergie management et bien d'autres missions. On va rentrer dans le vif du sujet. C'est parti. Donc, le marché de l'énergie, on va vous présenter les différents acteurs qu'on retrouve aujourd'hui pour l'électricité et le gaz, pour vous permettre de comprendre comment est-ce que c'est structuré en France, également mettre des noms sur les différents acteurs, pour pouvoir ensuite mieux comprendre comment est-ce que votre facture est structurée et comment est-ce que cela fonctionne. Donc, l'énergie, que ce soit l'électricité ou le gaz, est produite au niveau des producteurs à partir d'énergie fossile, d'énergie renouvelable, d'énergie nucléaire. Comme vous le savez, donc, ça reste l'énergie principale, le nucléaire, pour l'électricité en France. Donc cette énergie qui est produite est ensuite transportée via 2 transporteurs, RTE pour l'électricité et donc du coup GRT Gaz pour le gaz, qui sont les transporteurs qui vont permettre d'amener ces énergies sur de très longues distances et très rapidement. Donc si on veut utiliser une métaphore, ce sont par exemple nos autoroutes qui vont permettre d'aller rapidement très loin pour pouvoir acheminer ces énergies. Et ensuite, on arrive au niveau du distributeur. Le distributeur, qui sont donc Enedis pour l'électricité et GRDF pour le gaz, qui sont l'équivalent des routes nationales et des routes départementales qui vont venir acheminer les énergies jusqu'à votre compteur, jusqu'à votre bâtiment, et où ensuite, vous allez avoir donc, votre consommation pour allumer vos divers équipements et votre chauffage, etc., dans votre bâtiment. Donc pour ça, le dernier acteur, celui avec lequel vous interagissez, c'est le fournisseur. Donc c'est celui-ci avec lequel vous allez contractualiser. Tous ces acteurs, tout ce fonctionnement est régulé par une entité qui s'appelle la CRE, qui est la Commission de régulation de l'énergie, et qui va venir être arbitre et gérer donc l'intégralité de ce fonctionnement de ces acteurs. Oui, tout à fait. En fait, c'est un marché complexe avec de nombreux acteurs, mais tout a été fait pour que, pour nous, les consommateurs, ce soit très simple. Vous recevez une seule et unique facture chez vous.
Comment est-ce que ça se passe pour que vous puissiez recevoir cette facture? Vous avez une facture avec votre fournisseur. Donc, il y en a beaucoup en France. Hein. Il y a EDF, Engie, Total Direct Energy, pour ne citer que. Votre fournisseur est chargé de vous facturer à la fois donc, le produit qu'il va vous livrer, donc l'électricité et le gaz naturel. Ce sont les deux sources d'énergie auxquelles on va vraiment s'intéresser dans ce webinaire. Et ensuite, il va vous facturer toute la partie de l'acheminement et du transport du gaz ou de l'électricité jusqu'à chez vous. Donc, comment ça se passe? En fait, du point de vue d'un flux d'énergie, le producteur va fabriquer l'énergie qui sera acheminée sur le réseau de transport, puis sur le réseau de distribution pour arriver chez vous, donc au niveau de votre point de livraison. Votre fournisseur va acheter, on verra les différents mécanismes d'achat tout à l'heure, mais votre fournisseur va s'approvisionner en énergie auprès du producteur, directement ou indirectement. Donc, il va vous facturer cette énergie-là, puis il va redistribuer en fait la part transport et distribution à Enedis, CRTE ou GRT Gaz et GRDF. Et ensuite, évidemment, le fournisseur va aussi redistribuer les taxes à l'État. Donc, en fait, votre facture, que ce soit aussi bien d'électricité que de gaz naturel, se décompose en 3 postes qu'on va décortiquer ensemble avec Morgane de manière à ce qu'on puisse vraiment vous dire sur quelle partie de chaque poste vous êtes en mesure d'agir en tant que consommateur. Donc, il y a la fourniture. La fourniture, on l'a dit tout à l'heure, ce sont les fournisseurs qui s'approvisionnent en produits électricité ou gaz naturel. Il y a l'acheminement et il y a les taxes. Il existe aussi donc un cas particulier, c'est le cas particulier des entreprises locales de distribution ou régies. On en nomme quelques-unes, Gaz de Bordeaux, etc. Et en fait, le cas particulier de ces régies, c'est qu'elles sont à la fois fournisseurs et distributeurs d'énergie. Ensuite, au niveau, donc là maintenant, on va détailler la partie fourniture de votre facture. Ça marche? On nous dit qu'on ne voit plus les slides. Ah mince. Ah, si, c'est bon. Alors, on va regarder ça. Désolée. Oui, excusez-nous. Alors, c'est bon, ça a l'air d'être bon. Du coup, on peut reprendre. C'est bon, ouais. Alors, tu peux continuer, je pense, Christelle. Donc, on va reprendre de la décomposition. Donc, ça, on avait passé les différents fournisseurs. Oui, on avait passé. Normalement, on a été à la décomposition de la partie fourniture de la facture. Alors, la partie fourniture de votre facture, c'est la partie qui, en fait, est reversée directement à votre fournisseur. Donc, l'acheminement, on vous l'a dit, il est redistribué au gestionnaire de réseau et les taxes, elles sont redistribuées à l'État. C'est grâce à cette partie fourniture que votre fournisseur va se rémunérer. En quoi est-ce qu'on pose? Il y a le produit qui est livré chez vous, donc l'électron pour l'électricité, la molécule pour le gaz naturel. Ce produit est acheté, en fait, il y a différentes façons pour le fournisseur de l'obtenir pour vous le revendre. Soit il achète sur les marchés, on verra tout à l'heure les évolutions de la bourse de l'électricité et du gaz naturel, et comment vous, consommateurs, vous pouvez anticiper et voir les facteurs d'évolution pour pouvoir acheter au meilleur prix. Il y a ce qu'on appelle l'achat de gré à gré. Donc, votre fournisseur va acheter directement son produit auprès du producteur. Votre fournisseur peut aussi acheter de l'électricité nucléaire directement auprès d'EDF via le dispositif ARENH. Et enfin, votre fournisseur peut aussi très bien fabriquer lui-même l'énergie qu'il va vous distribuer. Donc, on a l'électron, la molécule, le produit, la matière première, avec évidemment une petite marge. Ensuite, il y a les C2E, aussi bien pour l'électricité que pour le gaz naturel. En fait, c'est un coût qui, pour le coup, est inévitable pour vous. Les fournisseurs d'énergie étant des obligés du dispositif des C2E, ils vont vous répercuter le prix en fait, des C2E sur votre facture. Ensuite, pour l'électricité, il y a une spécificité, c'est le mécanisme de capacité. L'électricité a une spécificité, c'est que, vous le savez, elle ne se stocke pas. Du coup, il y a toujours un danger que le sous-tirage sur le réseau soit si important
que la production et les importations derrière ne soient pas suffisantes. Donc, pour pallier à ce risque-là, les fournisseurs doivent garantir auprès de RTE, donc qui est le gestionnaire de réseau de transport d'électricité en France, le fait qu'ils sont tout à fait capables d'investir dans la stabilité du réseau électrique. Donc, comment est-ce que ça se traduit au niveau de votre facture? Votre fournisseur, en fait, va vous fournir un coefficient de capacité en kilowatts du mégawattheure qui peut évoluer pendant la durée de votre contrat. Et ce kilowatt du mégawattheure va être multiplié chaque année par un prix fixé en enchère de la capacité, donc, parce que c'est aussi un produit qui est échangé sur les marchés. Et de cette façon-là, en fait, vous avez un prix en euros du mégawattheure de la capacité qui va être aussi évolutif, mais sur lequel vous n'aurez pas forcément beaucoup la main. Donc, pour retenir, en fait, au niveau de la fourniture, vous avez vraiment la main sur l'électron d'électricité et la molécule de gaz que vous payez. Alors, justement, si on passe à la suite, ce sont les courbes de l'évolution d'une partie du marché de l'électricité et d'une partie du marché du gaz naturel. Alors, ces courbes-là, on les a beaucoup détaillées au cours de notre dernier webinaire, mais on va revenir un petit peu dessus. En fait, vous pouvez le voir, les prix de l'électricité, donc ce sont les 3 courbes du haut, et les prix du gaz naturel, qui sont les 2 courbes du bas, sont très volatiles. Ils sont dépendants de facteurs d'évolution qu'on va mentionner tout à l'heure. Là, typiquement, si vous regardez directement les 2 barres verticales qu'on observe, ce sont les 2 confinements de 2020 en France. Donc, on voit directement que les prix de l'électricité et du gaz se sont effondrés au moment du confinement. Donc, quelle conclusion il faut en tirer? C'est qu'il y a des moments pour acheter. C'est-à-dire qu'en fonction du moment auquel vous allez demander à votre fournisseur de vous faire un contrat, le prix de l'électron, de la molécule qu'il va vous proposer sera différent en fonction de si vous l'avez demandé en mars 2020 ou en novembre 2020. Donc déjà, première conclusion, c'est qu'il faut vraiment surveiller ces marchés. Et aussi, on voit, c'est surtout vrai pour les LED, mais un petit peu aussi pour le gaz, que les prix sont variables en fonction de si vous achetez pour dans 1 an, pour dans 2 ans, pour dans 3 ans. La bonne technique, c'est d'acheter sur du moyen terme, donc du 2-3 ans, de manière à lisser votre coût global. En fait, il est vraiment très important d'acheter au bon moment, donc ça on vient de le dire, et aussi d'adopter une politique d'achat qui soit claire, en fonction aussi, en relation aussi avec vous, avec ce que vous souhaitez, votre politique, par exemple pour l'énergie verte, et aussi une politique d'achat qui soit de préférence sur le long terme. Donc ça, c'est la bonne pratique que vous pouvez avoir pour agir sur cette partie-là de votre facture. L'autre bonne pratique, c'est aussi de savoir quels sont les facteurs qui font évoluer ces marchés pour pouvoir aussi décider du moment où vous allez faire vos achats. Alors évidemment, personne n'a de boule de cristal, mais il y a quand même des tendances qui peuvent se deviner. Ces marchés de l'électricité et du gaz, ils évoluent en fonction de plein de facteurs. C'est très complexe, mais pour en lister quelques-uns, il y a évidemment la rigueur climatique. On parlait tout à l'heure de la capacité. La rigueur climatique, en fait, va venir faire augmenter les consommations de gaz naturel et d'électricité. Pour preuve d'ailleurs, la semaine dernière, il y a 2 semaines, RTE a édité un communiqué demandant aux ménages de réduire leur consommation d'électricité parce que les prévisions au regard de la rigueur climatique étaient telles qu'on n'était pas sûr de pouvoir subvenir aux besoins de tout le monde. D'autant plus que même s'il y a des importations et des exportations d'électricité, de gaz à l'échelle européenne, il fait froid aussi en Espagne, il fait froid un peu partout en ce moment. Donc voilà, la rigueur climatique est un facteur très important. Il y a aussi la géopolitique, évidemment. Si vous regardez juillet 2019, il y a eu une envolée des prix, c'est l'annonce du Brexit. Pareil, quand on a commencé à parler du vaccin pendant le second confinement, les prix sont repartis à la hausse. Ensuite, il y a évidemment le contexte sanitaire, parce que ce contexte sanitaire joue aussi sur un des autres facteurs qui est l'offre et la demande. La raison pour laquelle les prix se sont effondrés en mars 2020, c'est parce que nous avons fermé nos usines et donc la demande a baissé, donc forcément l'offre s'est adaptée en conséquence. L'évolution des devises aussi peut jouer sur ces marchés-là, les quotas de CO2 et évidemment le cours du pétrole. Donc voilà, il faut connaître ces facteurs d'évolution
suivre les marchés, faire de la veille pour pouvoir anticiper et pouvoir vraiment agir sur la partie électromolécule de votre facture. Alors, là, je vais laisser la main à Morgane. Nous avons vu ensemble comment est-ce que vous pouvez agir, vous, sur votre part fourniture, mais votre action sur la part acheminement et taxes n'est pas figée. Et du coup, Morgane va aussi vous la détailler et vous donner des bonnes pratiques. Oui, donc on a vu la première partie de votre facture. Là, on va enchaîner avec l'acheminement et les taxes, tout d'abord pour l'électricité. Donc pour vous expliquer les points sur lesquels, comment est-ce que c'est décomposé et les points sur lesquels vous pouvez agir. Donc pour l'électricité, la part acheminement est régulée via le TURP, donc par Enedis, le distributeur, donc qui est le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité, qui distingue en 4 grandes familles l'acheminement de l'électricité. Donc on retrouve tout d'abord la première composante qui est la composante de gestion, qui elle va dépendre du coup de votre puissance souscrite, mais qui est surtout un coût lié à votre gestion, à votre tenue de compte de votre contrat. Et donc, du coup, ce sera une composante qui vous sera facturée annuellement et qui est, pour le coup, qui n'est pas dépendante d'une action sur laquelle vous pouvez agir. On retrouve également la composante de comptage, elle qui est plus liée à votre compteur pour l'entretien, la maintenance, la location, qui est également une composante qui est fixée par votre contrat et que du coup, vous allez payer sur votre facture. Après, ce qui nous intéresse, c'est tout d'abord la composante de sous-tirage qui peut être fixe et variable, car en effet, il y a une partie qui est liée à votre puissance souscrite, donc le besoin que vous prévoyez pour votre bâtiment de puissance électrique dont vous allez avoir besoin, et également une part de sous-tirage variable qui, elle, est corrélée à la consommation réelle que vous avez sur votre site, donc vraiment le besoin réel sur votre bâtiment. Donc là, il faut savoir que vous pouvez avoir une action sur cette composante en ajustant votre puissance souscrite à votre puissance réellement atteinte, donc à votre besoin réel sur votre bâtiment, et pour vous permettre d'optimiser cette part de votre coût. Ensuite, on retrouve l'énergie réactive. Donc là, c'est une composante qui est facturée pour des cas un peu plus spécifiques, mais lorsque dans votre activité, vous avez des équipements qui ont des composantes avec des circuits magnétiques, donc vous pouvez avoir de l'énergie réactive qui vous est facturée si elle correspond à plus de 40% de l'énergie active en heure pointe. Donc ça, c'est pour le détail. Mais donc le fournisseur, le distributeur vous le facture parce que ça entraîne des surcharges sur le réseau. Donc là, il faut savoir que vous pouvez avoir une action également sur cette partie-là en installant par exemple des batteries de condensateur pour vous permettre d'annuler cette facturation. Et en dernier, donc on retrouve les dépassements qui, eux, sont liés au moment où votre puissance atteinte dépasse votre puissance souscrite. Donc là, ça veut dire que votre puissance souscrite est mal dimensionnée. En réalité, votre bâtiment a besoin d'une puissance plus importante pour fonctionner normalement. Et dans ce cas-là, le fournisseur pour le distributeur vous facture des dépassements qui sont liés à un nombre d'heures sur une période sur laquelle vous avez dépassé de puissance. Et donc ceux après qui vous est répercuté sur la facture. Donc là, c'est surtout sur ces 3 dernières composantes sur lesquelles vous pouvez agir, vous pouvez optimiser votre coût et donc diminuer cette part acheminement sur votre facture. Donc on retrouve également les taxes, donc qui là sont régulées par l'État, avec la CSPE, qui est la contribution au service public d'électricité, qui elle aujourd'hui est à 22,5 € du mégawattheure et qui dédommage les opérateurs des surcoûts donc pour le soutien aux énergies renouvelables. On retrouve également les TCFE, qui, elles, sont liées à des taxes départementales et communales, et qui sont pour tous les contrats compris entre 0 et 250 kVA. Vous la verrez sur votre facture. Et donc, elle est régulée avec des coefficients départementaux ou communaux et plafonnés. Donc, il faut savoir qu'on y reviendra aussi un peu plus tard, mais ce sont des taxes qui peuvent évoluer. Et donc, cette année, par exemple, il y a eu une augmentation du coût de ces coefficients. Et on retrouve en dernier la CTA, qui est la contribution tarifaire d'acheminement, qui elle va être facturée également et qui est liée en partie à votre TURP, mais sur laquelle il est indirectement possible d'agir via l'optimisation de votre TURP. Ensuite, on retrouve donc le gaz. Le gaz qui est un peu plus simple d'organisation, on va dire. Donc, au niveau de l'acheminement, on a toujours une part fixe, une part variable, avec l'ATRD, qui est l'accès tiers sur le réseau de la distribution, dans ce cas-là, qui a une part fixe et une part variable également. Donc, qui va vraiment être corrélé
à la fois à ce que vous avez besoin et à ce que vous réellement vous consommez comme gaz. Et ensuite, la TRT, qui lui est l'accès au tiers au réseau de transport. Donc là, ces facteurs-là sont régulés par la CRE dans le cas du gaz. Donc ce sont des composantes qui vous sont également facturées. Et on retrouve de la même manière les taxes. Donc là, on en retrouve deux. La TICGN, donc qui est la taxe intérieure de consommation de gaz naturel, qui est aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2021, à 8,43 € du mégawattheure. Et donc, comme on peut le voir sur le tableau que vous avez sur la slide, cette évolution de prix a été impactée par différents facteurs, comme vous pouvez le dire tout à l'heure, Christelle, sur le marché de l'énergie. Là, on retrouve notamment l'action des Gilets jaunes qui a gelé cette taxe donc à 8,45. Également, la crise sanitaire qui a limité l'impact et l'évolution de cette taxe, et au même titre que la CSPE qui est aujourd'hui gelée à 22,5 € du mégawattheure depuis quelques années. Donc, on voit que les facteurs divers peuvent aussi avoir un impact sur les taxes. Mais dans ce cas-là, c'est l'État qui le régule. Il n'y a pas d'action propre de votre part sur cette partie-là. Et on retrouve également donc, la CTA, comme pour l'électricité, sur le même fonctionnement. Donc, ça vous permet de voir que vous pouvez également agir sur ces parties-là de vos factures, directement ou indirectement, mais également que les évolutions peuvent avoir un impact indirect sur votre facture sans que vous ayez forcément la main dessus. Donc là, ce qu'on vous propose, c'est une évolution des dates clés annuelles qu'on retrouve pour l'électricité et pour le gaz pour vous permettre de mieux maîtriser vos budgets et de savoir à quel moment est-ce qu'il faut avoir une veille réglementaire pour pouvoir estimer votre budget de l'année qui va suivre. Ça va vous permettre d'avoir ces évolutions. On retrouve par exemple toutes les évolutions des taxes au 1er janvier de chaque année, que ce soit pour l'électricité ou pour le gaz. Donc là, ce qui est statué, c'est est-ce que ça va diminuer, augmenter, ou est-ce que ça va rester les mêmes, est-ce que ça va être gelé, comme lorsqu'il y avait eu les gilets jaunes. Également, on retrouve en avril, donc chaque 1er avril, l'évolution de la TRT, donc qui est liée au transport de gaz, et en juillet, à la TRD, qui est liée à la distribution de gaz. Et ensuite, au mois d'août, tous les 1er août, donc il y a une révision du TURP par Enedis pour l'électricité, donc pour la part acheminement. Donc là, par exemple, on vous a montré l'évolution qu'il y a eu en 2020, et on a également intégré donc, les dernières évolutions toutes fraîches du 1er janvier 2021. Mais donc l'année dernière, par exemple, il n'y avait pas eu d'évolution, pas de changement sur les taxes, donc CSPE, TICGN et TCFE. Également, donc, on avait une augmentation de la part transport de l'acheminement de gaz de 1,4%, une légère diminution de la part distribution en juillet de moins 0,3%, et pour l'électricité, une augmentation du TURP de 2,75% à partir d'août 2020. Donc tous ces facteurs-là vont directement se répercuter sur votre facture. Donc c'est vrai que pour votre budget, c'est des montants importants à suivre, des variations importantes à suivre pour justement anticiper l'évolution de votre facture. Et donc là, au 1er janvier 2021, comme on a pu le voir, il y a une légère diminution de la TICGN de 2 centimes d'euros du mégawattheure, et également une augmentation des coefficients de TCFE, donc qui vont du coup avoir un impact sur votre facture. Alors, quels sont les changements qu'on pourrait prévoir pour l'année à venir? Alors, on peut dégager évidemment des hypothèses et une tendance. Malgré tout, l'année 2020 nous a montré qu'on n'est sûr de rien. Quoi qu'il en soit, voilà, il y a des choses qu'on sait. La géopolitique et la crise sanitaire seront sans doute des éléments très importants pour l'évolution des marchés d'électricité et de gaz naturel. Alors, pour la crise sanitaire, c'est en fonction de s'il y aura un reconfinement ou pas, ou un vaccin ou pas. Quoi qu'il en soit, en ce qui concerne le marché de l'électricité, sous réserve que l'économie, qu'il n'y ait pas de reconfinement et que l'économie soit relancée, surtout s'il y a un vaccin, on peut imaginer que les prix vont continuer d'augmenter parce que l'électricité en France est parmi les moins chères d'Europe. En plus de ça, on souhaite sortir du nucléaire, qui est une énergie qui n'est pas chère. Donc, en fait, ces prix-là seraient potentiellement amenés à augmenter, d'autant plus qu'on a de plus en plus d'appareils électriques, la demande augmente aussi. Donc,
tout laisse à penser que l'offre va augmenter aussi. En ce qui concerne le gaz naturel, évidemment, la crise sanitaire va jouer sur les marchés, mais il y aura aussi tout l'impact de la géopolitique. On pense notamment aux différentes crises au Moyen-Orient, mais aussi à l'arrivée de Joe Biden au pouvoir aux États-Unis, puisqu'il a re-signé une partie des accords de Paris. Donc, le gaz en tant qu'énergie fossile aura sans doute une augmentation de son prix, et il faudra voir aussi ses décisions vis-à-vis de l'exploitation du gaz de schiste. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de dire qu'il faut être au courant des différents facteurs d'évolution sur les marchés. Il faut connaître aussi les différentes manières d'acheter son électron, sa molécule. Les fournisseurs font preuve de beaucoup d'imagination pour les différentes formules de prix qu'ils peuvent vous proposer, qui permettent de s'affranchir de ces évolutions. On pourra en reparler si vous le souhaitez dans les questions, et sinon je peux vous renvoyer à notre dernier webinaire qui détaillait davantage ces éléments. Au niveau de l'acheminement et des taxes, pour l'acheminement en électricité, vous pouvez quand même avoir un impact, puisque vous pouvez jouer sur votre puissance souscrite sur la part d'énergie réactive que vous soutirez au réseau grâce à des batteries de condensateurs, et aussi évidemment sur la part dépassement si vous changez votre puissance souscrite. C'est vrai qu'au niveau de l'acheminement du gaz, les leviers d'action sont un petit peu sont nuls, et au niveau des taxes, vous pouvez aussi vous renseigner sur des exonérations de CSPE et de TICGN. Quoi qu'il en soit, la conclusion, c'est qu'il faut faire une veille. N'hésitez pas aussi à vous faire accompagner. C'est un marché qui est complexe, mais on l'a vu, tout est fait en fait pour que ce soit transparent et explicable. Et pour maîtriser votre budget énergie, vous pouvez agir aussi bien sur vos prix en propre, mais également, et ça il ne faut pas l'oublier, sur vos consommations énergétiques. En tout cas, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Je pense que la conclusion était très bien. On espère en tout cas vous avoir fourni suffisamment d'informations pour pouvoir faire une veille tarifaire et une veille réglementaire de votre côté. Également décomposer la facture. Donc c'est aussi valable pour les factures à domicile. C'est vraiment le fonctionnement est identique, et vous permettre de resituer tout ça aujourd'hui. Alors comme on vous le disait, on a un petit souci d'écran, donc on ne peut pas voir les questions dans questions et réponses, un QR. Mais donc si vous en avez, n'hésitez pas à les poser dans Converser, et comme ça on pourra les voir, parce que là c'est vrai qu'on se retrouve un peu coincé, on voit un peu l'écran, on ne voit pas ce qu'on présente. Ça ne nous était jamais arrivé. Non. Alors, première question. Bonjour madame. Ne pensez-vous pas que le prix du gaz va diminuer si la demande diminue sur le marché? Alors oui, c'est indexé à l'offre et la demande. Si la demande de gaz diminue, forcément, les prix du gaz vont baisser. Mais on ne peut pas prévoir la météo. A priori, pour l'instant, on ne part pas forcément sur un hiver qui sera particulièrement clément. Donc, pour l'instant, on ne peut pas vraiment dire si ça va augmenter ou pas. Il y a vraiment la tendance liée à la crise sanitaire et à la géopolitique. Pour l'instant, là, en fait, il faut vraiment voir si le besoin va baisser, ce qui n'est pas forcément, ce qui n'est pas acté aujourd'hui. Avec la mise en œuvre du décret tertiaire, vous ne pensez pas qu'augmenter significativement la consommation d'électricité au détriment du gaz, et donc cela va avoir une action sur le coût de ces deux énergies? Alors, attendez, on va relire la question. Je pense que c'était du coup dans le sens de la première question, de dire qu'en consommant plus d'électricité, on consomme moins de gaz. Oui, communiquant, du coup ça joue sur le marché. Pour le coup, si c'est amené à se présenter comme ça, c'est-à-dire poussé vers une consommation d'électricité, ce qui sera forcément stoppé à un moment par les gestionnaires de réseau, parce qu'on n'a pas une capacité qui est infinie. Donc ça pourra amener à faire des évolutions sur le coût de ces deux énergies, parce que comme disait Christelle, l'offre et la demande du coup, jouent étroitement sur le montant de ces énergies. Et après, comme on vous disait, le réseau n'est pas infini aujourd'hui.
Il n'y avait qu'à voir l'alerte il y a à peine 2 semaines, Oui. où du coup, RTE demandait à tout le monde de faire un effort pour pouvoir diminuer sa consommation et éviter de dépasser le besoin en fonction de ce qui était réellement disponible sur le réseau. Donc ça, il y a un jour où ce sera réellement un facteur enfin, limite, en fait. Oui, tout à fait, d'autant plus, comme on en parlait de la sortie du nucléaire, là, il suffit de voir que 2 ou 3 centrales en maintenance jouent sur la stabilité du réseau. On ne peut pas imaginer vraiment que le besoin d'électricité pourra augmenter de manière exponentielle si les moyens de production derrière ne suivent pas et restent limités. Donc, on peut penser que pour l'instant, on n'est pas encore tout à fait sorti du gaz. Bonjour, pourriez-vous, s'il vous plaît, clarifier le rôle du dispositif des certificats d'économie d'énergie dans les factures d'électricité? Alors, les certificats d'économie d'énergie, en fait, sont une aide à laquelle nous pouvons avoir droit quand nous réalisons des travaux d'économie d'énergie chez nous. Il y a un certain bouquet de travaux qui sont éligibles à ces actions. Ça peut aller du remplacement de sa chaudière à l'isolation par l'extérieur de son immeuble. Ces certificats d'économie d'énergie, en fait, cet argent-là auquel vous pouvez prétendre, est alimenté, en fait, grâce à des acteurs obligés. Ces acteurs obligés, en fait, sont des gros pollueurs tels que les fournisseurs d'énergie. Donc, en fait, les fournisseurs d'énergie et les autres gros pollueurs, il y a aussi les pétroliers, etc., vont alimenter le dispositif pour que derrière, nous puissions bénéficier de cette aide-là. Sauf qu'en fait, les fournisseurs d'énergie étant obligés, ils répercutent leur obligation de certificat d'économie d'énergie sur la facture finale de leurs clients. Et alors, ces C2E-là sont parfois détaillés sur la facture, parfois ils ne le sont pas, ils sont directement fusionnés dans le prix, avec le prix de l'électron sous la dénomination fourniture. Et du coup, en fait, ce que les aides financières auxquelles vous avez droit pour vos travaux, quelque part, par votre facture fournisseur, vous les avez payées. Bonjour, avez-vous de la visibilité sur le prix de l'Arenh, modification du prix dans les prochains mois, années? Alors, le dispositif Arenh est un dispositif qui a été mis en place pour permettre aux fournisseurs alternatifs, donc, qui ne sont pas EDF, de s'approvisionner en électricité nucléaire, puisque celle-ci est moins chère. Quand le dispositif Arenh a été mis en place, le prix de l'électron en Arenh était de 40 € du mégawattheure. Aujourd'hui, il est de 42 € du mégawattheure. Et en fait, on se rend compte qu'au regard des évolutions du marché, c'est très avantageux étant donné que les prix sont la plupart du temps en dessous de l'Arenh. Au-dessus de l'Arenh, pardon. Il y avait juste une exception pendant le confinement. Là, si vous regardez les 3 courbes du haut et que vous tracez une droite horizontale à 42, vous voyez que l'Arenh, en fait, est très, très avantageuse quand les prix de marché sont au-dessus. Ce qui a été le cas en 2018, oui. Quand il y a eu toute cette explosion des prix de l'électricité. C'est ça, en fait, il y a eu un effet boule de neige, les prix d'électricité ont augmenté, les demandes d'Arenh ont explosé, mais du coup, ça a fait augmenter encore plus les prix d'électricité pour limiter les demandes en Arenh. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, l'Arenh est soumise à débat? C'est qu'en fait, donc EDF vend à prix très intéressant son électricité nucléaire à ses concurrents. Ça correspond à peu près à un quart de la production annuelle d'EDF en nucléaire. Un quart, ce quart se représente 100 TWh, sauf qu'en fait, on se rend compte depuis quelques années que ces 100 TWh sont écrétés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les fournisseurs alternatifs demandent plus chaque année que 100 TWh. Donc, il y a différents débats depuis déjà 2-3 ans sur l'éventuelle possibilité soit d'augmenter les plafonds Arenh, qui serait disponible pour les autres fournisseurs, de le monter à 130 TWh, ou alors d'augmenter le prix de l'Arenh à 40, 43, 44, 45 € du mégawattheure, parce qu'il y a aussi le débat quant au fait de est-ce que vraiment produire de l'électricité nucléaire coûte 42 € du mégawattheure à EDF? Est-ce que c'est pas plus? Est-ce que c'est pas moins? Donc, effectivement, c'est à débat. Et au niveau des évolutions, cette année, le prix de l'Arenh, on ne peut pas dire s'il sera révisé ou pas. En tout cas, ça va être soumis à débat. Il y aura des concertations sur une éventuelle évolution du prix de l'Arenh. Alors, selon nous, ça serait plutôt un prix des volumes disponibles en Arenh, autre chose que 100 TWh, que la montée du prix de l'Arenh à 44 € du mégawattheure, par exemple.
Mais en tout cas, oui, c'est en révision et Oui, ça va être révisé cette année. Figé. Oui. Bonjour. Le président Biden, revenant dans les accords de Paris, ne pensez-vous pas que le gaz de schiste tende vers zéro? Quelles conséquences peut-il y avoir? Quelles sont les tendances actuelles des énergies alternatives, je veux dire hors nucléaire? Alors, le gaz de schiste, en fait, coûte peu cher. Mais si Joe Biden rentre dans les accords de Paris, il se peut, ça on ne sait pas encore, on n'a pas trouvé d'informations là-dessus, mais il se peut qu'il limite l'exploitation du gaz et du pétrole de schiste aux États-Unis, ce qui fait que forcément, cela entraînera une évolution, une augmentation du prix du gaz naturel. Donc ça serait la conséquence. Je vais peut-être rajouter quelque chose. C'est vrai que c'est encore tout frais, donc là, on a appris ça hier et ce matin qu'il revenait dans les accords de Paris. Ouais. Après, réellement, ce qui va se passer pour le gaz de schiste, à l'heure, on n'a pas trop d'informations. Ouais. Mais pour le coup, il peut y avoir, c'est sûr, des conséquences. Et après, donc, les tendances actuelles des énergies alternatives, hors nucléaire, donc je suppose que c'est pour l'électricité et le gaz. Donc en France, c'est toujours en développement. Oui. C'est une part qui augmente chaque année. Un peu moins pour le gaz, c'est un peu plus vrai pour l'électricité. Ouais, c'est un peu plus vrai pour l'électricité. Et donc la tendance, du coup, ce n'est pas la diminution. Et on peut le voir rien que sur le fait de faire des maintenances sur les centrales nucléaires. Il y a besoin du coup d'une alternative à ce moment-là pour pouvoir soutenir le réseau. Donc, en tout cas, de notre avis, la tendance n'est pas à la baisse. Oui. Et voire même va bien augmenter ces prochaines années. Mais c'est une filière qui se développe de plus en plus. Hier, la part d'éolien dans le mix de production électrique en France était de 14%. Donc, elle suivait le nucléaire qui était à 62%, et elle était avant encore l'énergie hydraulique. Alors qu'habituellement, on est plutôt sur 70% de nucléaire, 10% d'hydraulique et 10% d'éolien. Donc voilà, ce sont des énergies qui seront de plus en plus utilisées. Avons-nous une action sur la refacturation du prix du transport de l'électricité? Alors, non. Le TURP est fixé, c'est un catalogue en fait, que vous pouvez même consulter en ligne. La seule chose sur laquelle vous pouvez agir, c'est ce que vous disait Morgane, c'est votre puissance souscrite. Plus votre puissance souscrite sera élevée et plus vous payerez cher votre composante de sous-tirage. Mais à part ça, c'est vrai que vous êtes très limité. Ce que vous pouvez faire si vous êtes un industriel, par contre, et ça on n'en a pas parlé, c'est souscrire en fait à une offre CARD ou carte. C'est plutôt que de recevoir une seule facture de votre fournisseur qui vous refacture la fourniture, l'acheminement et les taxes, vous recevrez en fait une facture de votre fournisseur avec l'électron, les C2E, la capacité, et vous faites aussi un contrat séparé avec Enedis ou RTE. Donc, c'est un contrat d'accès soit au réseau de distribution, CARD, soit un contrat d'accès au réseau de transport, carte. D'un point de vue tarifaire, c'est différent, c'est pas les mêmes prix sur le catalogue, mais en fait, par contre, il peut y avoir d'autres avantages. Par exemple, pour des interventions, vous pouvez, sur site, vous pouvez directement les demander à Enedis plutôt que de passer par votre fournisseur. Donc, ça prend beaucoup moins de temps. Mais du point de vue tarifaire, c'est vrai qu'on reste quand même assez limité sur l'acheminement et sur donc la distribution et le transport. Cette production de gaz de schiste est limitée par son coût de production. Oui, c'est pour ça que ça ne se développait pas plus que ça non plus aujourd'hui. Et aussi, donc, sans parler de l'impact sur l'environnement, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un frein, et ce qui peut être un frein pour n'importe quelle énergie, en fait, et n'importe quel développement d'énergie alternative. Quelle distinction faites-vous entre consommation d'énergie individuelle et collective, par exemple avec le confinement? Je ne suis pas sûre de comprendre la question. Est-ce que c'est entre un bâtiment de bureau, par exemple, et un logement? Oui. Okay. Alors, quelle distinction sur la facture? Du coup, là, vous avez votre bâtiment de bureau qui va moins consommer. Donc, tout ce qui est part fixe de l'acheminement et des taxes, ça, vous paierez quand même, dans tous les cas où votre abonnement, ça ne bouge pas. Par contre, vu que votre consommation diminue, votre facture aura tendance à diminuer. La facture résidentielle fonctionne de la même manière. Vous avez également une part abonnement et une part fourniture, donc liée à votre consommation, et une part taxe, une partie qui est quand même incompressible.
Et dans ce cas-là, si vous avez plus consommé, ce qui est certainement le cas, parce que pour l'éclairage, la consommation pour je sais pas, les plaques, également pour le chauffage, a eu une tendance à augmenter. Du coup, votre prix de votre facture mensuelle aura augmenté. Donc ça fonctionne aussi de cette manière-là. C'est vrai que sur le bilan global, on n'a pas forcément l'info si ça a beaucoup plus, tendance à beaucoup plus augmenter. Parce que c'est vrai que sur un bâtiment tertiaire, on distribue les coûts par personne sur plus de personnes. Ça peut être intéressant à regarder. Et puis même, il y aura forcément les impacts aussi du flex office, c'est-à-dire qu'en tant qu'entreprise, si vous avez des plateaux de bureaux qui sont vidés parce que vous généralisez le télétravail, que c'est dans votre politique, n'hésitez pas à résilier le point de livraison parce que ça vous permettra d'éviter de payer l'acheminement et les taxes pour rien. Et aussi revoir votre formule d'acheminement. Oui. Si vous avez moins de besoins sur votre bâtiment, vous pouvez diminuer votre puissance souscrite, donc ce que vous contractualisez avec le distributeur pour vous permettre de faire des gains sur cette partie-là de votre facture. Ensuite, certains opérateurs nous proposent de se substituer à nous pour payer nos factures et de ce fait bénéficieraient de l'exonération de certaines taxes. Qu'en pensez-vous ? Je te laisse répondre. Je pense que ça serait est-ce que c'est lié peut-être au P1, non ? Oui, c'est certainement lié dans des contrats de performance. Oui. En fait, vos contrats de performance, vous souscrivez un contrat auprès effectivement d'opérateurs tels que Engie, Dalkia, etc. Dedans, vous avez en fait un package. C'est à choisir d'ailleurs. Oui, et ça à choisir. Mais vous pouvez avoir un package global où vous avez votre livraison de gaz naturel, mais également la maintenance de votre chaufferie, le remplacement des éventuels équipements. Et là-dessus, en fait, effectivement, ça peut être intéressant parce que vous ne recevez plus du coup de facture directement d'un fournisseur. Vous recevez votre facture globale de votre opérateur. Ça peut être intéressant parce qu'il y a des contrats de performance qui sont associés et que donc derrière, vous laissez à ces opérateurs-là la maîtrise de vos consommations de gaz naturel. Il y a aussi une révision du prix. D'ailleurs, c'est gaz naturel, électricité et ou, en fonction de ce que vous choisissez. Il y a une révision des prix qui est effectuée par l'opérateur, qui vous permet d'avoir des tarifs préférentiels aussi sur les énergies. Mais du coup, le coût global en fait, de l'énergie en question va être lissé là-dedans et du coup, les taxes incluses. Est-ce qu'en France, on ressent déjà l'impact du changement climatique en termes de consommation d'énergie pour les ménages ? Alors, moi j'ai un exemple en tête qui me vient tout de suite, c'est la clim en été. Ça s'est généralisé, les prix des climatiseurs aussi ont baissé, ce qui fait que c'est accessible à de plus en plus de ménages. Mais on remarque aussi qu'il fait de plus en plus chaud l'été. C'est un confort supplémentaire et ça se ressent sur les consommations d'électricité en été. Donc oui, après en hiver, les hivers sont pas forcément plus chauds pour l'instant. Donc on n'a pas trop vu d'évolution par rapport à ça. C'est vrai qu'on remplace une consommation en été qui était inexistante par on crée une nouvelle consommation. Et donc du coup, forcément, ça impacte sur ce moment-là de l'année. Et en plus, on pense particulièrement l'électricité. Oui. Et notamment sur l'utilisation de ces équipements. Et on le voit également dans les réglementations thermiques, parce qu'auparavant, ça n'apparaissait pas. Oui. Et donc, depuis quelques années maintenant, sur les dernières réglementations thermiques, la part climatisation et rafraîchissement apparaît sur le confort. C'est vrai que c'est un cercle vicieux parce que on va augmenter notre besoin en climatisation parce qu'il y a le réchauffement climatique, mais le fait d'avoir recours à plus d'équipements va augmenter ce réchauffement climatique-là. Donc c'est une question très complexe et effectivement, on en voit les effets là sur ces dernières années. Certains opérateurs, ça c'était ensuite. Oui, où il y a des contrats de performance, donc c'était bien ça. Les bailleurs sociaux sont-ils concernés par le décret tertiaire ? Et en fait, tout le monde est concerné par le décret tertiaire dès lors où on est propriétaire ou locataire d'un bâtiment à usage tertiaire. Donc, si c'est pour des bâtiments résidentiels de location de logement, dans ce cas-là, non. Par contre, si c'est pour une activité tertiaire au sein du bâtiment, des bureaux, des locaux commerciaux, oui. Donc, tout le monde est concerné, que ce soit aussi collectivité, entreprise, etc. Donc, c'est vraiment lié à l'activité du bâtiment.
Peut-il y avoir un lien entre entreprises de systèmes de chauffage et distributeurs d'énergie, comme une collusion ou d'entente économique est souhaitable? Alors, On va peut-être la reprendre celle-ci. oui. Ouais. Peut-il y avoir un lien entre entreprises de systèmes de chauffage et distributeurs d'énergie, comme collusion ou d'entente économique Ah, est dans le souhaitable? sens où On fusionnerait la... Ouais, ça serait fusionner la production. Que tu as tel besoin, enfin, tel système de chauffage en interne, et donc du coup, par des accords avec le distributeur sur les prix, mais je pense pas que ce soit. Je pense pas que ça existe aujourd'hui, une entente économique de ce côté-là. Genre fabricant de chaufferie, du coup, qui a une entente avec GRTgaz pour la distribution. Ah non, mais c'est vraiment indépendant parce que derrière votre compteur de gaz ou compteur d'électricité, vous pouvez mettre n'importe quel système aujourd'hui. Donc c'est pas quelque chose qui est corrélé. Alors je sais pas trop si on a très bien compris la question pour le coup. Voilà, n'hésitez pas. Alors, pour une performance accrue dans le meilleur des mondes. Alors, pour une performance accrue, vous pouvez investir dans des meilleurs systèmes de chauffage, des chaudières à condensation, vous pouvez isoler vos réseaux, il y a plein d'actions de performance énergétique qui sont possibles, on en avait d'ailleurs listé dans un précédent webinar, mais c'est vrai qu'en termes de distribution... dans le sens où si tu as des équipements plus performants, tu auras moins besoin de consommer, donc ton réseau... Mais du coup, c'est directement répercuté sur les tarifs d'acheminement, puisque votre part variable de la TRD est directement corrélée à votre consommation. Donc, moins vous consommez l'énergie, moins déjà vous payez la fourniture, mais moins vous payez aussi cette part variable de l'acheminement de gaz naturel. Il y avait... Concernant l'exonération de la TICGN, les exonérations sont antérieures et comment demander d'être exonéré. Pour se faire exonérer de la TICGN, alors il y a des cas particuliers. C'est par exemple quand votre gaz sert à un usage autre que sert à la fabrication, par exemple, d'autres sources d'énergie. Ou par exemple pour des usages autres que la combustion. Donc, ce qu'on peut vous proposer, c'est que c'est détaillé sur des sites de l'État et il faut se rapprocher des douanes. C'est via des formulaires où vous pouvez faire votre demande d'exonération. Il y a des critères pour pouvoir être considéré et pouvoir l'avoir, au même titre que la CSPE. Et après, une fois que votre demande est traitée, vous pourrez être exonéré. Bonjour, pensez-vous que les aides du gouvernement ainsi que la transition opérée par les entreprises automobiles vers le marché de l'électrique est encore trop faible pour impacter la consommation des ménages français? Donc, ce serait une question qui porterait sur les bornes de véhicules électriques. La recharge électrique, au niveau des ménages, est-ce que tu as une réponse Alors, on sait qu'on travaille plus avec du collectivité, entreprise, moins du résidentiel. En tout cas, sur des bâtiments comme ça a un impact. Parce que du coup, c'est un besoin qu'on transfère aussi entre la pompe à essence aujourd'hui à la borne de véhicule électrique. Donc, ça a un impact sur la consommation et en même temps sur la puissance que vous allez demander à un instant T sur votre bâtiment. Donc ça a un impact. Après, entre un bâtiment tertiaire et un bâtiment résidentiel, vous n'allez pas avoir besoin du même type de borne, ce ne sera pas le même type de borne installée. Donc l'impact sera un peu plus faible, dans le sens où vous allez demander une puissance qui sera plus faible et charger pendant plus longtemps votre véhicule. En tout cas, c'est ce qui est le plus facile pour vous éviter de devoir changer du coup tout votre réseau sur votre maison ou dans votre copropriété, par exemple. Mais en tout cas, je pense que le marché de l'électrique se développe, mais aujourd'hui, il y a encore de quoi avoir plus de véhicules électriques pour qu'il y ait un réel impact sur ces consommations. Mais c'est sûr que ça en a forcément un. Mais en parallèle, c'est aussi comparer votre coût d'électricité à la maison par rapport à ce que vous payez en essence, c'est ça. Tout à fait. Quelles sont les pénalités à entrevoir en cas de non-respect du décret tertiaire et quand devons-nous payer? Alors, il y a diverses sanctions au niveau du décret tertiaire. Il y a évidemment une sanction qui est économique.
Donc, elle peut se répercuter aussi bien aux locataires qu'aux bailleurs. Donc, elle est de 7 500 € par site qui ne respecte pas l'obligation. Il y a aussi une pénalité financière qui va être indirecte, puisque le décret tertiaire va influer directement sur la valeur immobilière de votre bien. Donc, en tant que propriétaire, si votre site ne respecte pas le décret tertiaire, il ne respectera pas le critère d'éconnotation, qui fait que si un jour vous souhaiterez le revendre, votre bien immobilier perdra de la valeur. Et enfin, la troisième pénalité n'est pas financière, mais c'est un enjeu d'image qui peut être important pour les entreprises. C'est que les entreprises ne respectant pas le décret tertiaire verront leur nom affiché en fait, sur une plateforme de l'État qui montrera les entreprises qui n'ont pas respecté leurs obligations au décret. Donc, il y aura des contrôles faits par l'ADEME et à partir de là, vous recevrez une mise en demeure si jamais vous n'avez pas respecté. Et donc, si là encore rien n'est fait, dans ce cas-là, on vous demandera de payer pour la pénalité financière et après toutes les autres que Christelle vient de citer. Bonjour, comment se comportent les cours des autres énergies tels que le bois ou les réseaux de chaleur? C'est vrai que c'est des fonctionnements complètement différents. Oui, tout à fait. Alors, les réseaux de chaleur, ce sont des... En fait, il n'y a pas vraiment de concurrence sur les réseaux de chaleur puisque c'est localisé. Donc, ce sont des prix en fait, qui vont être fixés à l'échelle de la ville, de la collectivité qui va alimenter ce réseau. Et ce prix varie en fait, en fonction du mix énergétique de la production de chaleur. Est-ce que c'est des ordures ménagères? Est-ce que c'est du bois? Est-ce que c'est de la géothermie? Tout ça, ça va évoluer sur le prix, mais ce prix-là, d'une ville sur l'autre, d'un réseau de chaleur sur l'autre, ce n'est pas forcément comparable vu que le mix n'est pas le même. Au niveau du bois, la stère de bois, je n'ai pas de visuel sur l'évolution de la stère de bois, honnêtement. Après, le bois a quelque chose d'intéressant, c'est que c'est une énergie renouvelable. Aujourd'hui, en plus, au niveau des ménages, il y a des chaudières à bois qui peuvent être très intéressants et même aussi comment on appelle ça? Il y a aussi les granulés. Oui, voilà. Et donc, ça pourrait être aussi une alternative intéressante à la pompe à chaleur ou à la chaufferie gaz. Ce qui est différent, c'est que dans le cas du bois, il faut penser à un système de stockage pour les granules ou la stère de bois. Donc là, peut complexifier quand même en fonction de votre lieu, de votre bâtiment, comment faire pour stocker en fonction de votre besoin. Également, vous pouvez choisir votre approvisionnement. Donc il y a aussi ça à regarder. Pour limiter si c'est dans une réflexion d'impact carbone, limiter votre impact carbone, choisir d'utiliser du bois local et pas importer de l'étranger ou des choses comme ça. Là où les réseaux de chaleur, en un sens, la facture correspond un peu plus à l'électricité ou du gaz, vous avez quand même une souscription à une puissance avec votre sous-station. Il y a quand même des coûts qui sont impactés sur la distribution et le transport jusqu'à votre sous-station dans le bâtiment. Sans que ce soit vraiment corrélé du coup aux besoins. Mais c'est pas lié, la fourniture n'est pas régie par un marché. Donc dès que c'est signé avec l'exploitant et la collectivité qui soutient le réseau de chaleur, du coup ce prix-là peut être révisé, mais en tout cas ne sera pas lié à l'évolution d'un marché. Bonjour, que pensez-vous du Green IT? Est-ce un volet à considérer sérieusement ou une forme de greenwashing? Green IT, dans quel sens du coup? Est-ce que c'est smart building ou Parce que là, dans ce cas-là, moi je dirais que c'est à considérer sérieusement pour optimiser justement tous les impacts de vos consommations qui peuvent être soit inutiles, soit mieux gérer. Je pense notamment à un appel de puissance sur votre bâtiment pour limiter le fait que vous dépassiez et que vous payez ces coûts-là sur votre facture. Ça peut être quelque chose qui est intéressant à regarder. Et je pense notamment, on en parlait tout à l'heure, aux bornes de recharge. L'impact quand plusieurs véhicules sont branchés en même temps sur la puissance du site peut être très important. Donc le fait de corréler ça à un instant T à la puissance qui est appelée sur le bâtiment peut vous permettre d'optimiser les dépassements trop importants et en même temps d'entrer dans une démarche où on augmente toujours plus la puissance souscrite.
pour pouvoir répondre à ce besoin. Donc, c'est plus de lycée plutôt que de rentrer dans un toujours plus, qui va coûter beaucoup plus cher aussi. Aujourd'hui, il est difficile de savoir exactement ce qu'on consomme sur son patrimoine immobilier, hors de ce que consomment les différents postes, que ce soit au niveau de l'électricité, mais on peut parler aussi, par exemple, de comment sont gérés les ascenseurs ou les températures ambiantes. Est-ce qu'on ne chauffe pas trop? Est-ce qu'au contraire, c'est à revoir en termes de confort? Or, savoir, c'est pouvoir. Et du coup, ça permet d'agir de manière très rapide, d'appliquer des mesures correctives, mais aussi de mettre en place des axes d'amélioration. Alors, il faut voir ça plutôt comme effectivement une manière d'agir pour réduire sa consommation énergétique. Alors, ça, on a répondu. Ouais. Le décret tertiaire combiné au confinement et donc au télétravail a entamé des études. Interne, c'est d'énergie. Ouais. Working Price et objectif, entraîne-t-il un déport de la conso chez les salariés en télétravail? Y a-t-il une étude en cours sur ce phénomène? Alors, donc le décret tertiaire combiné au confinement et donc au télétravail a entraîné des études sur les économies à terme en termes de place et d'énergie visant à réduire les surfaces des bâtiments. Oui, tout à fait. Il y a des belles économies qui peuvent être réalisées en termes de contrats de location pour les entreprises. Et on en parlait tout à l'heure aussi par rapport à la livraison d'électricité. Réduire les surfaces de bâtiments pour réaliser les objectifs de la loi Elan. Parce que oui, tout à fait, du coup, les consommations sur ce bâtiment tertiaire vont être diminuées. Cependant, cela entraîne un déport de la consommation chez les salariés en télétravail. Oui aussi, du coup, si vous télétravaillez, vous consommerez plus d'électricité chez vous. On avait fait un article là-dessus. Y a-t-il une étude en cours sur ce phénomène? Après, je ne sais pas si... Alors, c'est peut-être la stratégie de certaines entreprises, justement, de faire du télétravail, du coworking pour répondre aux décrets tertiaires. Là, dans l'immédiat, je pense que c'était surtout la réponse aux contraintes de la crise sanitaire dans laquelle nous sommes depuis presque un an maintenant. Oui. Et aussi de laisser la liberté aux collaborateurs de faire plus de télétravail, qui était en augmentation en France de manière générale et qui là, du coup, a complètement explosé avec le confinement. Donc, je pense que c'est sûr que ça va servir le décret tertiaire. Parce que c'est une stratégie des entreprises. Je ne sais pas si c'est forcément dans ce cadre-là ou dans l'économie du coup des baux de location, comme pouvait le dire Christelle. Et après, est-ce qu'il y a une étude en cours sur ce phénomène? De ce côté-là, certainement. Il doit peut-être y avoir une enquête de l'État, vu que ça vient changer la donne. C'est vrai que nous, de notre côté, on a fait notre petite étude chez Citron entre des consommations chez nous sur le chauffage, du coup, la cuisson, la cuisine et également le télétravail de manière générale et comparé à ce que consommaient les locaux à ce moment-là. C'est vrai que c'est intéressant de voir que au final, l'impact peut être important sur la facture résidentielle, mais bien moindre que ce que ça a été sur la facture des locaux de nos bureaux. Oui. Ensuite, bonjour, quelles sont les perspectives d'évolution prix-volume concernant les garanties d'origine d'électricité ou biométhane? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'électricité verte et le gaz vert, on le vend en poupe. On fait de plus en plus attention, surtout au niveau de l'entreprise, à l'origine de l'électricité et du gaz naturel consommé. D'ailleurs, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais au niveau de votre facture, ça peut être un élément en plus sur votre prix de fourniture. Étant donné qu'il y a cette sensibilisation-là, on peut s'imaginer que les demandes peuvent continuer d'augmenter. En termes de volume, ça sera directement corrélé au volume d'électricité consommée ou de gaz consommé. Et donc ça va beaucoup dépendre malheureusement du retour à la vie normale aussi. Ce sont souvent les entreprises qui ont recours à ce genre de garantie. Donc il faudra voir comment évoluent les consommations au niveau de l'entreprise. Pour le prix, c'était plutôt une tendance à la baisse dernièrement sur le... Oui, c'était incitatif. Oui, tout à fait. En tout cas, en termes de demande, on peut penser que ça va augmenter. Oui. Les pénalités à payer en cas de non-respect du décret tertiaire
Du coup, les pénalités, on y a répondu tout à l'heure. C'est à chaque contrôle de l'ADEME, c'est mise en demeure. C'est un peu comme l'audit énergétique réglementaire. À la mise en demeure, vous avez 5 mois pour réaliser l'audit. Si ce n'est pas fait, du coup, il y aura les 2% de chiffre d'affaires qui seront en pénalité. Donc là, ce sera de la même manière. Il y aura une mise en demeure qui sera envoyée par l'ADEME. Et si ce n'est pas répondu, ou si en tout cas il n'y a pas un échange pour corriger le tir, du coup, les pénalités arriveront par la suite. Oui. Ensuite, en lien avec la question précédente sur la proposition de NJ Solutions à récupérer le contrat d'achat d'énergie d'un client final pour lui faire bénéficier de son taux fiscal réduit, dans le cas d'un CPE. Un CPE est fait pour engager une performance énergétique entre un client et un mainteneur et non transférer un contrat d'énergie. Pensez-vous que cette solution est vraiment légale? Donc la question, c'est est-ce que votre exploitant, en fait, a le droit de vous livrer de l'énergie qu'il a achetée au préalable? Je pense. Ouais. Alors oui, c'est tout à fait légal puisqu'en fait, le client du fournisseur d'énergie, ce ne sera plus vous, ce sera votre exploitant. Donc, il va acheter les volumes d'énergie à votre place et pour vous les redistribuer dans le cadre du CPE. Et oui, c'est tout à fait légal. Ensuite, donc illusion de l'économie, économie d'un côté, augmentation des côtés salariés, merci. Je pense que c'était le. Ah oui, c'était par rapport au télétravail. Oui, effectivement, du coup, les charges augmenteront au point de vue des ménages qui font du télétravail. C'était la réponse. Voilà. Et après. Oui, par les préfets, ça vous dit quelque chose? C'est géré par l'ADEME, donc ce sera géré par les préfets. Oui, comme pour l'audit réglementaire. Oui, c'est l'ADREAL qui gère ça. Tout à fait. Ensuite, un commentaire sur le CPE. Ouais, donc il fixe des économies d'énergie à atteindre et il est assorti de garanties de performance réelle. Donc ça, c'est vraiment le but du CPE. Et juridiquement, il est le fruit d'une négociation entre parties et peut inclure le P1. Donc c'est ça, le CPE, comme on disait tout à l'heure, n'a pas forcément le P1 inclus. Vous pouvez choisir de conserver votre fourniture et votre action sur la fourniture proprement de votre côté. Vous pouvez continuer d'acheter votre gaz, indépendamment de votre contrat de performance. Oui, mais le taux réduit ne peut pas être transféré du mainteneur vers un client, non. Le taux réduit des taxes? Ouais. Du coup, ensuite, c'est l'exploitant qui refacture. Oui, de toute façon, c'est redistribué. Ouais. De toute façon, dans tous les cas, en fait, c'est refacturé et ensuite redistribué à l'État. Le taux réduit étant appliqué à une activité ciblée réglementairement. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, il faut... oui, potentiellement, les mainteneurs sont peut-être éligibles à certains taux réduits et du coup, dont ils feraient bénéficier leurs clients. C'est tout à fait possible. Je ne sais pas si on comprend trop. Oui, c'est cela. OK. Donc, c'est ça. Mais du coup, ça devient avantageux pour le client. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Un petit peu dépassé le créneau. Un petit peu débordé, mais s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Autrement, merci à tous pour votre écoute. Oui. Du coup, il y a eu un petit couac technique, mais bon, ça a fonctionné. On a réussi à faire fonctionner le tout. Ah, je vois qu'il y a encore une dernière question. Comment s'applique le décret tertiaire pour un immeuble tertiaire qui a un seul point de livraison, mais plusieurs locataires? Et bien là, vous choisissez qui prend le projet, voilà, qui sera assujetti référent pour ce décret tertiaire. Donc, soit chaque locataire le saura et donc du coup, il y aura une répartition des consommations via une clé de répartition basée sur des mesures, du sous-comptage. Ça dépend de ce qui est en place aussi sur votre site. Ou alors, c'est le propriétaire qui prend en charge le décret avec le compteur unique. Et donc, vous serez assujetti référent
terme en tête, mais de secondaire. Enfin, voilà, vous aurez quand même à participer dans le cadre de ce projet dans le décret. Par contre, les informations intégrées sur OPLAT seront à la charge de l'assujetti référent, de l'assujetti principal. Oui. Merci à vous aussi pour cet échange de questions-réponses. On se retrouvera bientôt sans doute pour un prochain webinaire. En tout cas, on espère que ça vous a plu. Et du coup, à très vite. Oui. Et donc, on vous enverra certainement les slides. Ça, on verra par la suite du webinaire, comme ça se fait d'habitude. Merci en tout cas et bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir.